Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, petite vidéo d'update sur le point météo en ce qui concerne Bitcoin. On va donc aller voir ce que nous a donné Bitcoin sur ces dernières heures et puis également les potentielles régulations en Europe qui sont pas tout à fait finies par rapport au MiCA, donc le Market in Crypto Assets. Et puis ensuite, on ira faire une analyse assez poussée du Oasis Network, donc le rose. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour vous dire que si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Malheureusement, je n'ai que à peu près 10% des gens qui regardent les vidéos qui s'abonnent. Néanmoins, les gens regardent les vidéos quasiment jusqu'à la fin. Donc je pense que l'appel à l'abonnement ici est important pour vous dire de venir nous rejoindre. Vous pouvez également nous rejoindre ici sur le Discord. Sur lequel les gens échangeront avec vous. Voilà, on est plus d'une centaine aujourd'hui, 150, de personnes qui échangent voilà, leur vision des cryptos, voilà, tout simplement avec énormément de bienveillance par rapport aux nouveaux venus, bien entendu. Donc on passe tout de suite à l'action de prix sur Bitcoin. On est toujours dans ce triangle ascendant que vous voyez ici en bleu, qui pour moi a une résistance horizontale ici, là, donc au 44 450 et potentiellement une trend haussière en dessous. Pour l'instant, on est en train de se diriger vers cette résistance-là aux 44 000. Donc, ça serait plutôt une bonne chose que de venir la tester. Néanmoins, on a ici cassé deux points de résistance importants. Et ça, j'apprécie ça beaucoup. On a fait hier en daily une clôture au-dessus de ce point de résistance-là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, on n'a pas réussi à casser le plus haut précédent hier. C'est-à-dire que hier, moi, j'aurais aimé qu'on termine au-dessus de ce point-là, et on l'a pas fait malheureusement. Aujourd'hui, une bougie d'indécision, ça s'appelle un doji d'indécision, c'est-à-dire qu'on a à peu près autant à la hausse comme à la baisse, mais une ouverture et une clôture qui sont à peu près au même niveau. Donc on ne sait pas vraiment où on va aujourd'hui. Bougie d'indécision. Ça, en général, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très boule, mais qui peut aussi casser en haut, hein, bien entendu. On pourra considérer, parce que là, vous comprenez qu'on analyse le Bitcoin en daily, donc là, on est sur vraiment l'analyse graphique, purement la price action et le chartisme. On pourrait analyser tout ça comme une déviation, finalement, cette montée autour des 43 000, pour venir prendre tout simplement les stops ici au-dessus de cette ancienne bougie. Mais après, finalement, on n'arrive pas à clôturer, et aujourd'hui, on n'arrive pas à remonter encore au-dessus de ce niveau-là. Donc on va voir comment s'est construit ce mouvement, on va voir éventuellement l'order flow, etc. Tout ce qui peut nous amener à trouver de nouvelles directions pour le prix demain. Donc, les news déjà. Alors pour moi, il faut faire un petit point sur Mika aujourd'hui parce que cette espèce de FUD du ban Europe n'est pas fini sur le Proof of Work. Vous savez que la Commission européenne a potentiellement décidé que Bitcoin était trop énergivore, prenait trop d'énergie. Le Proof of Work, donc la résolution algorithmique la preuve de travail, c'est-à-dire la preuve qu'un ordinateur a travaillé pour résoudre une équation, donc il y a une sorte de validateur sur le réseau qui lui-même a mis du matériel à disposition pour pouvoir valider une transaction, le tiers de confiance comme la preuve de travail, est peut-être potentiellement en train de devenir trop énergivore. Donc ici, le MiCA en fait, tout cet article nous dit que globalement, cette espèce de FUD Europe n'est pas terminée. Il va falloir que ça soit décidé en plénière, l'espèce de draft de brouillon qu'avait proposé autour du 14 mars, je crois, donc il y a maintenant une semaine, la Commission européenne et qui lui-même avait été refusé, doit à nouveau repasser ici devant une commission plénière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que potentiellement on va avoir un retour du FUD ban Europe de la Proof of Work, donc Bitcoin, Ethereum à l'heure actuelle et toutes les monnaies en Proof of Work d'une manière générale. Et l'UE qui est plutôt rétrograde, je trouve, en ce moment, puisque on a des news là ici qui datent du 18 mars,
qui disent attention, les investisseurs en crypto-monnaie, vous risquez de tout perdre, qui recommandent aux investisseurs de rester prudents. Donc on a eu trois commissions en même temps, l'autorité bancaire européenne, l'autorité des assurances et pensions professionnelles et l'autorité européenne des marchés financiers qui ont mis en garde les investisseurs en même temps dans un communiqué du 17 mars dans lequel ils ont dit faites très attention, ces actifs numériques sont très risqués et spéculatifs. Ça m'amène à un nouvel onglet vide Google, mais qui lui-même m'amène à cette espèce de mauvais, mais alors très mauvais, parce que je l'ai lu dans son intégralité, et vraiment, mais qu'est-ce que c'est mauvais, on va dire mémoire de Jacques Fontanelle, pour ne pas le citer, qui nous a fait un mémoire sur le crime international organisé et les crypto-monnaies. Donc les sources de Jacques Fontanelle, si on va les regarder, en fait c'est Jacques Fontanelle en 2019 et Jacques Fontanelle en 2005. Donc c'est quelqu'un qui se base sur sa propre vision du marché en 2019, ce qui est pour moi est saut 2019 actuellement. Et en 2005, alors là, c'était la préhistoire du Bitcoin, mais lui-même a quand même ici une vision très puissante de ce que doit être le marché à l'heure actuelle. Donc il nous parle du crime international organisé et des crypto-monnaies. Et personnellement, c'est simplement pour dire que attention, il y a des scams. Attention, Bitcoin est un peu trop anonyme aujourd'hui et donne trop de liberté aux acteurs de manière à finalement favoriser le crime organisé. Donc c'est le fondamental de Bitcoin. Et puis permet le phishing parce que quand vous donnez vos clés, quand vous donnez... Enfin, il y a des tas de choses qui permettent aux autres de voler vos propres Bitcoins. Personnellement, ça s'arrête là. Donc là, je me suis tapé les 11 pages et voilà, c'est relativement, pour les gens qui connaissent vraiment Bitcoin, relativement décevant de la part de quelqu'un qui est un universitaire. Maintenant, on a ici cette tribune qui date du 23 mars, donc aujourd'hui, où on a Christine Lagarde, qui elle-même est relativement rétrograde aussi, qui juge que les crypto-monnaies sont une menace dans le contexte russe. Donc on comprend que dans le cadre du MiCA, la seule chose qui peut nous sauver, ça n'est pas euh, la tête de la Commission européenne, de l'Union européenne, la présidence, on va dire, voilà, c'est plutôt l'intelligence des parlementaires ici qui vont pouvoir, comme les États-Unis l'ont fait il y a de ça 2 semaines, essayer d'avancer dans le sens des crypto-monnaies, puisque de toute façon, cette révolution aura lieu avec ou sans eux. La seule question aujourd'hui, c'est à quel point vous permettez les entreprises qui sont déjà en place dans votre écosystème économique d'être florissantes ou non. Donc, c'est-à-dire, soit vous leur mettez des bâtons dans les roues à ces entreprises-là qui créent des emplois, etc., et qui ont vraiment une forte dominance sur l'esprit entrepreneurial, selon Schumpeter. Schumpeter qui nous disait que l'entrepreneur innovant, c'est lui qui a tout, et c'est lui qui porte la croissance dans votre pays. Soit vous êtes un petit peu rétrograde et donc du coup vous pensez que ces choses-là sont finalement des dangers. En tout cas, Christine Lagarde, encore un point. Moi, finalement, elle ne fait rien pour me plaire. Cette Christine Lagarde, elle est vraiment totalement à l'envers de vraiment ce que devrait être aujourd'hui l'Europe, à savoir une Europe de tourisme, d'envie, une Europe d'innovation, une Europe dans laquelle les nouveaux secteurs innovants sont vraiment prisés, appréciés. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais vraiment, ça fait tellement de news que je vois à propos de cette dame qui me déçoivent de sa part que je ne peux pas penser que l'Europe va sortir de son carcan de vieille dame avec des nouvelles idées, des nouvelles choses, etc. 2500% d'adoption en Afrique pour Bitcoin. Je ne sais pas à quel point vous dire que ces gens-là ne comprennent pas. Alors, soit on est sur un FUD globalisé, soit sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ou pour le coup, on est vraiment dans autre chose que simplement ce que devrait être Bitcoin, soit on est complètement à côté de la plaque, et je pense que c'est plutôt le cas, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont incapables de nous gouverner parce qu'ils ne sont pas en phase avec leur époque. Ensuite, on continue. Donc là, on revient sur l'action de prix de Bitcoin. Bon, il y a
ces FUD sont très petits, hein, mais je mets le doigt sur quelque chose qui peut potentiellement devenir problématique sous quelques jours, puisque le retour devant la plénière de ce draft, de ce brouillon du MiCA devrait avoir lieu dans la semaine. Donc du coup, ça me permet d'en reparler avant tout le monde. La chaîne s'appelle Crypto Signal. Nous, l'idée, c'est de donner des signaux avant tout le monde. Donc on ne va pas attendre que quelque chose devienne une news. Vous connaissez l'idée, buy the rumor, sell the news. Donc nous, on travaille sur les rumeurs et on ne travaille pas sur les news. On travaille sur les news, bien évidemment aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On va aller voir la une du Wall Street Journal sur lequel apparemment, d'après le NATO, il y aurait pas mal de pertes en Ukraine de la part des Russes. Biden qui va vers Bruxelles et Zelensky qui espère que les pourparlers multinationales vont générer plus d'aide pour l'Ukraine. Ma vision des choses par rapport à l'Ukraine et la guerre en Ukraine, vous la connaissez si vous suivez ce channel depuis longtemps. Voilà, pour moi, cette guerre est une guerre d'énergie et tout simplement, elle n'est pas une guerre de démocratie, mais je vous l'ai expliqué par les chiffres. Ensuite, le futur de la... Donc ça, là, on est sur Coindesk, donc on est plutôt sur des news orientées, comment dire, crypto, et on n'a pas forcément beaucoup de choses. Je vous ai parlé hier du fonds d'investissement de Ray Dalio qui s'appelle Bridgewater, qui pourrait éventuellement intervenir sur les cryptos, acheter les cryptos à l'instant T. Il s'agit du plus gros fonds d'investissement au monde. Je vous ai parlé aussi de l'Honduras qui pourrait potentiellement rentrer sur Bitcoin très rapidement comme une monnaie légale, pardon. Donc voilà, bon pour là on a fait le tour et là les Airbnb pour accueillir des Ukrainiens réfugiés. Voilà, pas mal de choses autour de l'Ukraine, Ukraine-Russie, un plan Marshall pour l'énergie. Bon voilà, rien de bien fou sur non plus MarketWatch. On a fait l'action de prix sur Bitcoin, on a fait le fonds d'art. On va aller maintenant voir le carnet d'ordre. Hop, un petit refresh des familles. Petit refresh des familles, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que au sein finalement de cette montée qui a eu lieu là depuis quelques jours, puis restabilisation, on a des petits ordres d'achat qui se créent en dessous là. Dans cette montée, on a des nouveaux ordres d'achat qui sont apparus après qu'on ait passé cette bougie. Donc il y a des gens qui veulent acheter là-dessous. Et ici, à la vente, on a à peu près le même volume. Donc sincèrement, pour moi, c'est plutôt neutre. On ne peut pas réellement voir une direction de prix par rapport à ça. Sur l'Open Interest, qu'est-ce qu'on aura vendredi? Très gros niveau d'option, 72 000 Bitcoin, un max pain price autour de 41 000. Et je pense pour moi que c'est vraiment une des forces qui maintient le prix vers le bas, alors que le prix aurait envie de monter ici. Les organismes qui mettent les options sur le marché essayent pour moi, le maintenir vers le bas. Non seulement les organismes qui essayent non seulement les organismes qui mettent les options sur le marché, mais en plus les liquidations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a ici deux forces différentes qui essayent de pousser Bitcoin vers le bas, alors que Bitcoin aimerait bien monter. On a donc les vendeurs d'options qui aimeraient bien rectifier tous les acheteurs d'options. Et à partir de là, vous voyez que quand est-ce qu'on a fait la vidéo? C'était hier 22, je pense qu'on l'a fait autour de quelque part par là, je pense. 20h, 22 mars, ouais, 19h30, voilà. On avait un niveau ici d'open interest qui était en train de diminuer. Le funding était en train de redevenir positif, mais en même temps, le prix était en train de baisser. Donc, on liquidait ici et des longues, enfin beaucoup de longues en fait. Ici, le prix s'arrête. Vous comprenez qu'il y a une grosse position qui s'ouvre ici. Et je crois que j'ai parlé de cette position hier. C'est au moment où j'ai fait la vidéo d'ailleurs que cette position s'est ouverte. Et ensuite, on vient liquider cette grosse position. Cette position est tellement grosse ici qu'elle change à la fois le funding et à la fois la trend vers lequel va l'open interest, donc le nombre de contrats en situation. Vous comprenez bien ici que c'est une seule position très grosse qui est venue changer le funding. Là, le prix se construit sur une hausse du funding
en même temps que l'open interest monte et le prix aussi. Donc on est sur du long là, hein. Principalement ce sont des longueurs en levier qui sont rentrées sur toute cette phase-là. Le prix était en train de monter, l'open interest aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher ces longueurs et leur point de stop loss ou de liquidation. Donc à partir de là, le funding est quand même resté en longue. On a eu une diminution du nombre de contrats que vous voyez ici, en même temps que quand même le prix restait en longue, mais au fur et à mesure de la diminution du prix, le sentiment a changé. On est passé en short massif. Là ici, vous voyez le funding qui est le taux d'intérêt variable, donc qui nous dit, le funding nous dit est-ce qu'il y a à l'instant T une majorité de shorteurs ou de longueurs. Le funding est passé négatif, grosse baisse au niveau du prix, et puis on vient ici chercher des longueurs. Donc pour moi, on avait un niveau de short ici à prendre qui était relativement intéressant pendant qu'on a fait tout ça. Et puis ensuite, le prix diminue, le nombre de contrats aussi. Donc probablement des gens qui prennent profit ici. Vous voyez que le prix ici à la diminution et le nombre de contrats également, tout en ayant un funding positif. Donc ça veut dire que même malgré la diminution des contrats, ceux qui rentrent sont principalement ici en longue. Donc on aura un niveau de longue à prendre ici, qu'on va garder en droite et en rouge, puisque c'est du long. Donc on aura un niveau de long à prendre ici. Ce faisant, en passant ce point-là, on a liquidé cette droite-là, que moi du coup j'enlève. Ensuite, on est reparti dans l'autre sens pour liquider celle-ci, qui nous restait à prendre depuis ce point-là. Ici, le nombre de contrats augmente, très forte augmentation du funding aussi, très forte, enfin forte augmentation du funding, tout en ayant un nombre de contrats qui augmente quand même. Donc pour moi, on a un niveau de long à prendre qui est très clair et très puissant ici. Ensuite, le nombre de contrats continue à augmenter principalement en long, donc on avait potentiellement du long à prendre dans ces eaux-là. Il a été pris quand on est descendu, donc on va pouvoir enlever ce niveau-là. Et là, depuis, très fort niveau de short. Donc là, il faut comprendre que là, il y a un revirement, là, sur ce point-là. Donc là, c'est potentiellement quelque chose dans lequel on a une jolie poche de liquidité à venir prendre. Ensuite, le funding réaugmente. Diminution du nombre de contrats. Vous avez vu vous voyez qu'on est allé dans pas mal de sens ces derniers jours. Donc la volatilité n'est pas forcément là, mais le sentiment varie. Et donc là, le funding est remonté, diminution du nombre de contrats en même temps et diminution du prix. Pour moi, ça veut dire que beaucoup de longueurs ont clôturé leur position. Donc pour moi, là, on n'a pas un nouveau niveau. Et puis, depuis, on a un open interest pardon, qui est stable et un prix qui est relativement stable aussi. Donc, principalement ici sur du short, donc on pourra noter ici un prochain niveau à prendre ici, principalement sur du short, sur cette petite augmentation ici du nombre de contrats. Et là, on est en train de mettre en place un niveau de short assez intéressant et cohérent. Donc quand on regarde et qu'on dézoome, on a quand même plus de monde à prendre en bas. Vous voyez ici toutes mes zones rouges là ici qui sont à prendre que en haut. Mais la prise de ceux qui sont en haut est plus proche du prix, donc moins cher pour les market makers. C'est-à-dire que ici, vous avez des gens qui vont vendre ou acheter des BTC au spot de manière à venir liquider vos contrats. Pourquoi je parle de contrats? Parce que tout simplement, quand vous jouez en levier, vous prenez un contrat, ça s'appelle un contrat perpétuel, parce qu'il n'a pas d'expiration. Ce contrat dure ad vitam aeternam, et donc du coup, vous jouez en levier contre quelqu'un, moyennant un taux d'intérêt que vous avez ici, et qui est bien évidemment le funding. Si vous jouez en levier contre quelqu'un, vous allez forcément avoir en face de vous quelqu'un. C'est un contrat, donc vous allez signer à deux personnes. Il y a une personne qui aura un intérêt ici et qui va prendre un intérêt contre des tas de gens en même temps à venir vous liquider pour prendre vos liquidités. Pourquoi prendre vos liquidités? Tout simplement parce qu'il va prendre votre funding. Il va prendre, par exemple, imaginons que vous ayez investi un BTC en levier x5. Ça veut dire que vous avez mis un BTC, on vous en a prêté 4.
Donc, du coup, les 4 BTC, le funding sur les 4 BTC va aller dans la poche de l'exchange et votre BTC, qui était en collatéral, donc 40 000 dollars, 42 000 dollars à l'heure actuelle, va être pris en collatéral. Il ne vous appartient plus. L'exchange intervient via le market maker comme un huissier de justice et il prend votre BTC et le donne au market maker. Le market maker se rémunère comme ceci. Vous comprenez un petit peu l'histoire ici, ça me paraissait important de faire un point un petit peu plus long pour ceux qui ne comprennent pas réellement ici les mécanismes du levier. Là, on va aller voir les leviers, les forts leviers. Donc, iBlock, c'est un algorithme qui potentiellement prétend pouvoir calculer les très forts leviers, etc. Donc, pour comprendre ici quels sont les prix de liquidation, à quel pourcentage autour du prix des grosses positions se sont ouvertes. Ici, je vous ai parlé d'une grosse position qui s'était ouverte en short. Alors, je ne sais pas si on a la bonne time frame ici pour le voir. Je pense que c'est celle-ci, là, 22 160 millions, 160, ouais, 400 millions, je pense que c'est celle-là. Bon, bref, et on a une très grosse position ici qui s'est ouverte en long. Vous voyez que le prix, instantanément, dès l'ouverture de cette position, le prix était en train de monter, il s'est retourné pour aller chercher à minima le levier x50 de cette position. Ici, encore une fois, iBlock est un algorithme, donc du coup, on ne sait pas réellement dans quel levier a été ouvert cette position. Donc iBlock va dire, bah, pour moi, il y en a un tiers qui a été ouvert là, un tiers là, un tiers là, un tiers là, etc. Donc il est possible qu'on n'aille pas chercher cette dernière boule qui est ici en bas. En très grosse position, bien entendu, très fraîche, hein, puisque là, on parle de positions qui ont été ouvertes. Là, je pense qu'on est en 5 minutes, donc elles ont été ouvertes il y a pas plus tard que hier, voilà, c'est ça. Position assez fraîche, mais pour l'instant, on a l'impression que cette position est peut-être liquidée, puisque le prix ne va pas la chercher. Et puis ensuite, on a des points à prendre. Pour moi, il y a une jolie poche de liquidité à prendre jusqu'au 38 ou 39 000 dollars. Vous comprenez ici que le delta de liquidation à prendre est plutôt ici en faveur des longueurs. Donc, on a plus de longueurs que de shorteurs en gros levier à venir chercher. Ici, on est sur Kingfisher qui nous montre les poches de liquidité d'une manière graphique un petit peu différente, puisqu'il s'agit lui aussi d'un algorithme. Hein, donc, tout ça n'est pas très précis, très parfait, mais on a une grosse poche de liquidité et ça, on l'avait identifié nous-mêmes avec le funding à venir prendre autour des 39. On a une nouvelle poche de liquidité ici à venir chercher en bas autour des 41 vers 42 et on a également une poche de liquidité de short term mais qui est moindre, qui n'est pas aussi forte que l'autre, que les autres, que les deux autres, à prendre autour des 47. Là, on voit qu'on a beaucoup plus de monde à prendre en dessous du prix qu'au-dessus. Est-ce qu'on est ici au début ou à la phase d'une épreuve de deleveraging? Deleveraging, ça veut dire on annule ici tous les leviers, on essaye de en fait venir prendre, ramener ici l'open interest vers un niveau beaucoup plus bas que précédemment. Ben, vous voyez que l'histoire de deleveraging, elle est déjà en train de se passer ici depuis les 8 milliards. On est redescendu, on a quasiment liquidé 1 milliard, on est à 7 milliards 35. Pour moi, faire un dip au 39 serait un deleveraging suffisant. C'est-à-dire qu'on reviendrait autour des niveaux des 6-7 milliards, voire même pour moi, idéalement, ici, là. Non, pardon, excusez-moi, du coup, je me suis trompé. On va se mettre en 15 minutes pour voir cette mèche de liquidation qui, du coup, va nous permettre de rafraîchir. Et là, j'ai oublié de sauver, donc je vais perdre mes droites, mais c'est pas grave. Donc, du coup, deleveraging qui, pour moi, sincèrement, sera vraiment effectif dès qu'on aura touché les 39. Vous voyez toutes ces barres rouges ici que j'ai identifiées. Pour moi, c'est là qu'on aura vraiment deleveragé. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, si je prends le niveau des 39, donc on y est par ici, voilà, 38 500. On pourra ici revenir sur cette résistance d'open interest, voilà, là. Et là, pour moi, le marché est relativement content et il dit, ça y est, on a un dip intéressant. Vous voyez qu'ici, on avait trouvé un dip aux 6 milliards. Ici,
On a trouvé un dip ici aux 6 milliards aussi. Ici, on a à nouveau trouvé un dip aux 6 milliards. Enfin, quand je dis 6, c'est 5,9. Ouais, c'est 6 milliards, voilà. Pour moi, ce niveau-là est très important. Si on retrouve ce niveau-là, on retrouve un dip. À chaque fois qu'on retrouve ce niveau-là, vous comprenez ici que le prix était plus haut que là et que là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des milliards qui s'accumulent au-dessus en short. À chaque fois qu'on fait un dip ici, l'open interest reste fort. Il y a une divergence, en fait, si vous voulez, si vous préférez, entre l'open interest et le prix. Ça se voit également sur le funding, où on voit ici beaucoup de petits pics rouges. Alors, on n'est pas sur le niveau de cet été, où on avait des niveaux de short qui étaient beaucoup plus importants que ceux qu'on a là actuellement. Mais néanmoins, je ne sais pas comment expliquer. Je veux pas être trop catégorique, mais revenir pour moi à ce niveau-là, si on a fait principalement du short précédemment, revenir à ce niveau des 6 milliards, puisque on peut faire de l'analyse technique ici sur comment dire, à même 5,76. On peut faire de l'analyse technique sur de l'open interest. Pour moi, revenir à ce niveau-là, et vous voyez même ici, si on regarde, on a un joli triangle sur l'open interest. À chaque fois, on n'arrive pas à remonter plus haut. Donc, on a de moins en moins de longueur en levier qui rentre éventuellement sur ces positions-là, mais on manque de shorteurs pour réellement relancer une situation comme ça pouvait être l'été dernier. Et là, je ne parle que des dérivés, hein. Je ne parle pas des fondamentaux de Bitcoin qui sont excellents, etc. Mais on est dans une contraction ici de l'open interest qui pourrait nous dire on va devoir déleverager une dernière fois avant éventuellement de repartir. Après, recasser ici, des très forts niveaux d'open interest ne sont pas graves en soi pour le marché. C'est pas réellement un problème. L'open interest, c'est le nombre de contrats ouverts en levier sur les contrats perpétuels, donc ceux où les gens empruntent de l'argent pour augmenter leur potentiel gain en empruntant des BTC ou pas. Mais on sait que ici 5,8 milliards. Alors avant on avait des niveaux ici qui étaient potentiellement plus faibles. Avant pour comprendre, on était plutôt autour des 5 milliards. Pour moi là le nouveau niveau très important à comprendre. À chaque fois qu'on trouve un dip sur les marchés en dérivés, c'est autour des 5,8-6 milliards. Donc, est-ce qu'on pourrait déleverager là une dernière fois avant de repartir? C'est une possibilité. Si jamais on repart vers le haut et que on a ce W là ici qui sur l'open interest se crée, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'on va faire un mouvement qui ne sera pas sain. Un mouvement sain, c'est quoi? C'est un mouvement qui monte où on short squeeze. Donc, où du coup, au fur et à mesure qu'on monte, ce que j'appelle sain, c'est pour les investisseurs, pour les gens qui sont à long terme, au fur et à mesure qu'on monte, on liquide de l'open interest. C'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord avec ce mouvement, donc en fait, on déleverage en montant. Là, si on leverage en montant, ça n'est bien sûr pas la bonne tendance. Donc, ça veut dire que à un moment donné, il faudra déleverager. Donc, ça veut dire potentiellement un rebond aux 54, 55 000 et puis s'en va. Voilà, je suis rentré très loin dans le détail. Je sais même pas si du coup on va faire rose parce que cette vidéo fait déjà 27 minutes et que du coup, en général, pour faire des alts, moi je prends un certain temps. On aurait été en live, vous auriez pu me dire votre avis, mais du coup, on va faire rose rapidement. Donc, du coup, Ocean Network, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est de la DeFi très légèrement avec du privacy. Sur la blockchain Cosmos. Si je comprends bien, je suis pas vraiment un très grand pro voilà, du fondamental, mais globalement, c'est ce que peut nous dire Oasis, où voilà, on comprend à peu près les fondamentaux globaux. On a quand même ici des gros fonds, dont Pantera et Polychain Capital. On va aller voir sur Messari, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup? Donc on voit que c'est Privacy Focused Smart Contract Platform, donc ça veut dire que c'est une plateforme de smart contract basée sur la confidentialité qui utilise le Self-Development Kit de Cosmos. Donc du coup voilà, bon bah ça a été fondé en 2018 et ainsi de suite, machin. Bon, après
Sur le Fonda, allez voir. Ce truc-là est numéro 82 sur la totalité des assets, numéro 29 sur les smart contracts. Je pense que c'est la TVL, là, ici, dont on parle, c'est la Total Value Locked, donc le nombre de US dollars qui sont loqués sur des contrats. Et ici, numéro 6 sur l'écosystème Cosmos. Pourquoi je vous parle de Rose? Parce que pour moi, l'action de prix est vraiment très intéressante, au sens que, et excusez-moi pour ces gribouillis là un petit peu derrière, ça doit être un vieux truc. Hop. Ok, désolé pour ça. Donc du coup, à partir de là, pourquoi je vous parle de Rose? Bah, tout simplement parce que Rose euh, a posé des jolies structures et a potentiellement ici énormément corrigé, donc nous présente une jolie localisation. Surtout pour moi, ce qui est très important à regarder, et c'est ce que je vois réellement sur la charte, c'est que à l'instant T, on vient de toucher ici un premier support dans ces eaux-là. Et on a retesté ici un joli deuxième support dans ces eaux-là. Et pour moi, hop, par là, pour moi, sincèrement, c'est très important. Et il y a énormément d'assets qui viennent retoucher des niveaux de novembre 2021 ou de janvier 2021 pour retrouver ici une nouvelle structure. Donc c'est vraiment intéressant pour moi de voir ça. Si jamais on devait ici placer une trendline, alors on a plusieurs choix pour la placer. On pourrait même dire qu'elle est là pour certains, c'est-à-dire que depuis on latéralise, depuis cette trendline on a fait que latéraliser. Moi personnellement j'ai préféré la mettre ici. Après ça c'est au choix et à la psychologie de chacun, ça va être pas très important. L'important pour nous c'est de comprendre qu'on est de l'autre côté de la trendline, c'est-à-dire que cette structure euh, euh, qu'on est en train de voir là ici est en train de se créer de l'autre côté. Donc on est sorti de cette zone de baisse et donc la localisation est relativement ici intéressante. On pourra éventuellement placer un Fibonacci, par exemple, de ce point-là, bah, si vous voulez, vraiment au plus bas de juillet, là, vous voyez qu'on est en pleine zone de rechargement, hein, donc la localisation est relativement bonne. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui se trouve ici, qui est à peine au point de sortie de la zone de rechargement. Si jamais on reprend ce point et qu'on le place plus haut et qu'on prend uniquement le dernier mouvement, vous voyez qu'on est en dessous de la zone de rechargement à plus court terme. Donc ça, c'est relativement bon. Donc au niveau localisation, on va dire que c'est OK. Je vous engage, et j'en ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un sur le Discord, sur lequel je vous engage à venir vous abonner, et même vous abonner sur la chaîne, etc. Sur toutes les altcoins, avant d'investir, vous devez avoir une sorte de routine. La routine, pour moi, elle est relativement simple. Déjà, c'est tout simplement analyse fondamentale, analyse technique et analyse de sentiments. De sentiments, ça veut dire quoi? Je vais voir le Twitter, je vais voir s'il y a du marketing. Pour moi, voilà, ce que j'appelle le sentiment sur des altcoins, hein, pas sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, c'est l'order flow. Sur des altcoins sur lesquels on n'a pas toujours la main sur les données d'order flow, mais même encore que vraiment, si on voulait les chercher, on pourrait les trouver. Eh bien, on va analyser principalement le Twitter, le marketing, le nombre de followers, ce genre de choses. Voilà. Ici, pardon, on a quand même sur Rose une potentielle épaule tête épaule, mais qui n'a pas cassé. Épaule gauche, tête, épaule droite. D'accord? Moi, sur les épaules tête-épaule, je suis très intransigeant. Je prends les deux aisselles comme point de contact. Pourquoi? Bah, parce que ça me permet de ne pas tergiverser pendant 50 ans. Donc là, on va mettre l'aimant. On va regarder. Du coup, ça me permet d'avoir vraiment des points de validation ou invalidation. Hop, ça y est, là, on est en bas. Est-ce que cette épaule tête-épaule a cassé en termes de cassure en dessous, vraiment du point? Oui, potentiellement. Vous voyez qu'on a ici une très belle déviation, mais encore que là. Voilà. Voilà, on va bien la placer, vraiment. Voilà, on a une jolie déviation. Il y a eu effectivement une clôture en dessous, donc on pourrait aller chercher une target bah, qui là doit être quasi de zéro, hein, puisque quand on prend l'épaule, même si on prenait la target la plus basse, c'est-à-dire jusqu'à l'épaule droite, je pense qu'on est quasi à zéro. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On va se dire que si jamais on rentrait là-dessus, on irait sans stop loss. Voilà, c'est-à-dire si la target
ici de cassure descend, on aurait un dernier rempart ici. Pour moi, il faut faire confiance aux figures chartistes, sinon vous n'êtes pas rationnel. Pourquoi vous leur feriez confiance à la hausse et pourquoi ne pas leur faire confiance à la baisse? Donc ça, c'est le dernier rempart, c'est-à-dire les 0, 0,6 sur rose, c'est-à-dire un quasi-retour. En fait, vous voyez le volume profile. Ici, sur le volume profile, un quasi-retour sur la zone où il y a eu le plus de business, c'est-à-dire ici. Ici, il y a eu accumulation. Potentiellement, ce que nous dit cette épaule, c'est qu'on pourrait retourner au niveau du volume profile totalement à zéro. À partir de là, on a quand même un début de jolie structure, un joli début de W, même si ce plus bas est plus bas que celui-ci, on peut considérer que ce type de W est validable dans le texte. Donc du coup, ah bah pardon, d'ailleurs je ne voyais pas, mais donc du coup je viens d'enlever je viens d'enlever la barre maintenant et je vois donc en fait on est sur un plus haut de plus en plus haut. Donc du coup, est-ce que ce W est validé ou non? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait à l'instant T, parce que là, si je prends le plus haut de cette session-là, on n'a pas clôturé au-dessus en daily. C'est-à-dire que pour moi, une vraie validation, ça serait de faire une clôture au-dessus de là. Donc, la localisation, c'est oui. La structure, c'est peut-être, presque. On n'y est pas. Et maintenant, on va analyser le momentum. Le momentum. Alors, le momentum, qu'est-ce qu'on a? On a ici une divergence. Je vais peut-être vous grossir un peu ici le RSI de manière à ce que vous voyez bien l'histoire. Voilà. Voilà, désolé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a une divergence baissière en daily, hein, donc c'est assez puissant. Hop, je vais vous la dessiner là. Donc ici, vous voyez que le au-dessus du prix, les divergences baissières se voient toujours au-dessus du prix. Le prix augmente et le RSI diminue. Et c'est assez curieux parce qu'en même temps, si je ne me trompe pas, hein, mais oui, on est d'accord, on a une divergence haussière cachée. C'est-à-dire que ici, le prix augmente et le RSI diminue. Donc ça, c'est assez spécifique, c'est-à-dire que, en fait, du coup, le momentum ne sait pas trop où donner de la tête à l'instant T sur Rose. On va aller voir, c'est assez rare d'ailleurs qu'en daily, daily qui est quand même une grosse time frame, on puisse voir à la fois une haussière et une baissière sur quasiment les mêmes moments de journée. Désolé, du coup, je pense que cette vidéo va être un peu longue, mais c'est comme ça, c'est la vie. Si ça vous plaît pas, sincèrement, n'hésitez pas à couper court. Donc du coup, là, on avait un mouvement de hausse ici, celui-ci, et là, je suis sur MACD, donc la MACD. On avait un mouvement de hausse qui a été égal à celui-là, mais en termes de prix, celui-là était plus important. Donc là, on a une petite divergence baissière aussi sur MACD. Et encore une fois, ici, une divergence haussière sur MACD également sur le prix. Là, on a un momentum qui commence à faire un petit M en daily. Donc attention à ça. En fait, on est dans une phase où un peu le momentum est en train de se contracter. Vous voyez ici, ça se contracte. Et ici, ça se contracte. Encore une fois, sachant que là, ça, c'est plutôt baissier. C'est-à-dire que ce mouvement-là était moins fort que celui-là. Celui-là a eu plus de force que celui-ci. Donc du coup, les acheteurs reprennent de la force malgré une hausse du prix. Pour moi, je le vois comme ça. Donc potentiellement, ici, on va se diriger vers peut-être un range, c'est possible. Personnellement, donc du coup, si jamais on se dirigeait vers un range, bah, bien entendu, vous comprenez que un point d'achat relativement correct serait les 0,19 ou les 0,21. Donc vous pouvez ici poser éventuellement un ordre à 0,19 et 0,21. Ça ne serait pas stupide en termes d'analyse technique que de le faire comme ceci. L'OBV, il est... alors, on va aller voir ça sur des time frames plus grandes. Tac.
L'OBV, il est plutôt joli. Bon, on a quand même sell-off depuis. Il y a des gens qui sont sortis de ce projet depuis l'ATH ici, où on avait 5 milliards sur le projet. Et là, on est plutôt à 4 milliards. Donc, vous comprenez ici que l'OBV correspond à quels sont les capitaux en leur totalité sur le projet et ne correspond pas à l'action de prix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir énormément de capitaux sur un projet, mais le carnet d'ordre étant vide, le moment où ça vend le projet. Si vous holdez et que vous ne vendez pas, c'est le carnet d'ordre qui va faire le prix et non pas le fait que vous ne vendiez pas. Le fait que vous ne vendiez pas ne remplit pas le carnet d'ordre, mais ça ne fait pas le prix. Donc le fait que vous ne vendiez pas a une action sur le prix, mais elle n'est pas déterminante puisque votre vente n'est pas dans le carnet d'ordre. 39 minutes, on va accélérer un petit peu. Donc j'ai parlé de ça. On va peut-être ici faire les niveaux de prise de profit, par exemple. Alors, j'ai pas vraiment préparé ici l'histoire, mais du coup, on va néanmoins le faire et puis aller voir sur CoinMarketCal. C'est surtout ça qui peut potentiellement être long, c'est-à-dire que euh, allons voir sur CoinMarketCal, il est possible que ça soit un petit peu long pour trouver la bonne market cap, en considérant que le top a été trouvé ici, que le plus bas a été trouvé là, et vous savez que pour moi, il est possible déjà qu'on aille sur ces niveaux-là, et potentiellement le dernier niveau, il est là, hein. Donc cet investissement est assez risqué. C'est assez rare que je dise ça, mais là, pour le coup, je pense que cet investissement est relativement risqué si vous rentrez sur Rose à l'instant T. Si vous êtes rentré depuis longtemps, gardez-les. Ça vaut le coup de jouer cette espèce de nouvelle vague. Mais néanmoins, pour moi, j'aurais tendance à prendre plusieurs zones de profit. Et comme je pense que c'est risqué, du coup, je vais mettre une première zone de profit au 0,618, une deuxième au 1 au 100%, une troisième au 1,618, une quatrième au 2,618, une cinquième là et une sixième ici. Pour moi, ça serait ma manière de faire. Dans la mesure où j'ai identifié un risque, bah, je ne vois pas pourquoi j'attendrais un nouvel ATH avant de prendre une bonne partie de mes profits ici. Personnellement, j'aurais même tendance ici à dire que je vais en prendre un sacré bag, c'est-à-dire potentiellement autour de peut-être 33%. Ça dépend un petit peu du pourcentage. Là, on est sur un pourcentage de 85%. Peut-être même que je prendrai 50% des profits ici. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre 50% des profits à x2? Puisque vous comprenez ici qu'on est à 0,50, donc c'est un x2. Ça veut dire investissement gratuit. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai pris ce niveau-là de profit, tout le reste de mon bag, je ne l'ai pas payé puisque je me suis remboursé mon investissement. J'ai fait un SHAD, un sell half at double. Moi j'aime bien les SHAD, mais j'aime pas les multiplier par des multiples ad vitam aeternam. J'aime bien que mon capital tourne, donc les x2, x8, x12. Voilà, alors que même là, vu l'asset, on est quand même sur euh, des forts niveaux de profit, hein. Si jamais vous aviez à prendre nos profits au 800%, vous auriez déjà fait un x9, donc c'est pas mal. Mais personnellement, j'aurais tendance à forcer ici 50% de prise de profit, c'est-à-dire à rentrer sur Rose de manière risquée, mais potentiellement prendre plus rapidement la moitié au double, donc rembourser mon investissement, et après laisser tourner du SHAD, laisser tourner en fait du rose gratuit de l'Ocean Network, ouais, Oasis Network, pardon, de l'Oasis Network totalement gratuite de manière à simplement ne pas être stressé par rapport au niveau de prise de profit. Si ce truc-là ensuite va à zéro, c'est pas grave, je l'ai touché à zéro, donc du coup, je suis content. On pourrait éventuellement faire un tour sur la market cap, mais je pense que l'asset étant... Donc là, on était sur un niveau max de profit à 2,49. Qu'est-ce que ça nous dirait c'est très simplement vraiment pour la technique, mais je sais que on sera sur des trucs assez corrects. Donc avec la market cap de... on va le mettre dans le top 40. Sandbox, on serait à 1 $. Et j'ai dit quoi comme niveau? J'ai dit largement dessus, on était à 2,50, je crois. On était à 2,50, oui. Donc, du coup, avec la market cap de Sandbox, on est à 1 $. Donc, on va essayer de monter un petit peu dans l'histoire. Sandbox, il devait être dans les 40e. On va monter dans les 24. 2 $ pour être dans les 24. On va monter dans les 16.
3,21 $, oui, donc on est autour du 20e, je pense, hein, pour ici toucher, voilà, quelque chose comme. Donc avec si Rose touche la market cap de Atom, et c'est assez rigolo, puisque c'est des copains, c'est des cousins. On fera un point 9 et on aura 2,31 $ de market cap. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que si jamais j'investis sur pardon, le rose, soit j'estime qu'il est capable de faire un top 20, ce qui est quand même relativement prétentieux, soit j'enlève ses niveaux de prise de profit selon la psychologie, soit j'estime que la market cap globale, le gâteau dans son ensemble, va énormément augmenter. Et ça, c'est une possibilité, hein. Imaginons qu'on est dans un si vous êtes dans une rotation de capital très longue et que vous investissez sur Rose à horizon 4, 5, 6 ans, il est possible que vous fassiez un x10, peut-être à minima, mais voilà. Donc du coup, pourquoi pas? Personnellement, moi j'aime bien que mon capital tourne assez vite, donc j'aurais tendance à dégager les deux niveaux de profit les plus hauts et à prendre 4 niveaux de profit ici jusqu'au 1,59 $, niveau qui me semble peut-être plus réaliste pour pouvoir euh, prendre profit. Ici, si vous voulez lire le white paper, il est là. Si vous voulez aller voir le Twitter de Rose, il est là. Tout est là en fait. Vous êtes dans un moment où et les alts et la blockchain dans son ensemble, toute la globalité, rien n'a jamais été plus transparent que ce que vous avez devant vous. La simple chose que vous avez à mettre de manière à mettre à profit vos investissements, c'est du temps et de l'apprentissage et de marquer un processus de décision rationnel. C'est-à-dire quasiment, vous devez faire un tableau en disant structure, oui, localisation, oui, momentum, oui, fondamental, oui, white paper, oui, tokenisation, on va aller voir la dilution là par exemple. Si jamais on avait une liste là, on regarderait, ok, dilution 35%, ça c'est pas bon, c'est un drawback, c'est un moins, on est dans un moins là parce que il y a seulement 35% des roses qui sont en circulation. On va en avoir 10 milliards au final, donc ça, c'est pas bon. Comment est-ce qu'ils vont sortir les tokens? Comprenez bien, vous ne pouvez pas simplement investir sur une alt, sur un tweet d'Elon Musk ou sur quoi que ce soit même d'autre ou un indicateur. Si vous faites que de l'AT, ça ne marchera pas. Tout ça ne marchera pas réellement. Si vous voulez gagner, vous devez avoir un win rate, donc sur vos trades, une manière de gagner qui soit autour de 60-70%. Et pour faire ça, ça va être du travail et ça va être du temps. Trader, c'est un travail. À partir du moment où vous avez un processus décisionnel qui est cohérent, qui sera le vôtre, qui sera que vous aurez au fur et à mesure, là je vous montre le mien, mais le vôtre il va peut-être prendre d'autres choses. Je vais voir le Twitter, combien de followers, est-ce que c'est au-dessus d'un, quelle est la trend des followers sur Twitter? Je vais sur Lunar Crush, je regarde sur Lunar Crush, et ici on parle donc du coup du rose. Je regarde sur le rose, Oasis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un social engagement, c'est-à-dire un nombre de followers Twitter qui augmente? Est-ce que les contributeurs, donc les gens qui tweetent au-dessus, augmentent aussi? Est-ce que le sentiment bullish, donc les tweets qui sont plutôt bull, est en train d'augmenter? Là, apparemment, c'est le cas. Euh, Parfois, ces choses-là sont trompeuses, donc et surtout, et là pour le coup, parce que hier, je vous ai parlé de Ray Dalio, et du coup, je me suis rematé 2 ou 3 vidéos de Ray Dalio, que c'est un mec que je trouve vraiment excellentissime. Et Ray Dalio dit, quand vous faites une erreur, la plupart des gens ne veulent pas aller dans l'esprit critique de leur erreur, donc du coup ne veulent pas analyser à quel point, pourquoi ils ont fait cette erreur en fait. Ils ne veulent pas aller dans la douleur. Donc, lui dit que dans son entreprise, ce qu'il cultive, c'est une autre personne qui va venir être meilleure que vous dans le domaine dans lequel vous avez pêché et qui du coup va vous faire aller dans la douleur de manière à avoir un esprit critique sur votre manière d'analyser les choses. Et ça va vous permettre de comprendre dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous êtes pas très bon finalement. Et c'est pas grave de pas être très bon sur une certaine chose. Et hier, je vous ai demandé à tous en commentaire à la con quel est votre principal défaut en trading. Et en fait, le fait d'admettre qu'on a un défaut est déjà une énorme qualité parce que ça veut dire que vous allez travailler dessus. Le problème étant, quand vous faites une erreur, quand vous ratez un trade, il faut pouvoir le consigner par papier, l'intégrer à nouveau dans votre processus décisionnel, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait une erreur parce que j'ai pas bien regardé
tel ou tel critère très rationnel de décision. Et finalement, après, vous allez être un frigo. Vous devez être un ordinateur avec une sensibilité, si vous voulez trader bien. Pour moi, c'est ça. Un ordinateur avec une sensibilité, parce que la sensibilité, c'est l'argent, c'est votre manière de gérer votre argent, tout simplement, à quel point vous êtes confortable avec telle ou telle situation à partir du moment où vous allez lancer un trade sur telle ou telle autre chose. Et du coup, ça c'est très très important. Donc vous devez être un frigo avec des sentiments. C'est-à-dire à tel point d'invalidation technique, je sors de ce trade. À tel point de validation technique, je rentre dedans. Et de toute façon, je suis un frigo, mais parce que j'ai établi une stratégie en fonction de mes sentiments personnels. C'est probablement la vidéo la plus longue de la chaîne et j'en suis désolé, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et là pour le coup c'est vraiment un exploit, je vous engage à écrire en commentaire simplement, voilà, mettez un commentaire d'encouragement pour cette chaîne, mettez un like, mettez un commentaire d'encouragement, tout simple, quelque chose de vraiment très simple, et dedans, essayez de placer le mot singe. Si vous arrivez à placer le mot singe dans ce commentaire d'encouragement, donc à la fois un encouragement et le mot singe, j'aurais compris que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi ce soir. Merci de m'avoir suivi. Donc c'était l'analyse de BTC du jour et l'analyse de Ocean Network, donc de Oasis Network autant pour moi, et de Rose. Voilà. Merci à vous de me suivre au jour le jour et bonne soirée à tous. Salut.